Ça fait plus d'un an que ChatGPT a été mis en ligne. Ça fait maintenant un an que GPT-4 a été rendu disponible. Et pourtant, on a l'impression que les performances en termes de modèle de langage est en train de stagner en quelque sorte. Stagner pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'impression de voir un GPT-5 qui arrive, ou en tout cas les communications récentes d'OpenAI ou même de Sam Altman dans la vidéo, notamment dans le podcast qu'il a fait avec Lex Fridman, ne semblent pas montrer que GPT-5 va arriver demain. Et donc on pourrait se dire deux choses. Est-ce que OpenAI est en train de perdre dans un sens son avance par rapport, est-ce que simplement les autres acteurs sont en train de rattraper OpenAI, ou est-ce que OpenAI a une version d'avance? Est-ce que OpenAI a déjà GPT-5 mais ne le met pas en ligne pour raison X ou Y, ou est-ce que il n'y aurait pas un plafond de verre qui est atteint plus ou moins par tous les acteurs aujourd'hui? Cette question-là du plafond de verre, elle est arrivée notamment avec Gemini. Lorsque Google a mis en ligne Gemini, tout le monde s'est dit mais pourquoi est-ce que Gemini n'est pas meilleur que GPT-4? Pourquoi est-ce que malgré l'infrastructure auquel Google a accès, malgré l'ensemble de leurs chercheurs, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un Gemini qui est meilleur que ChatGPT? Et donc, la question sous-jacente, c'est est-ce que les méthodes qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas en train d'atteindre un plafond de verre? Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode, ou devrais-je dire ce premier épisode de la chronique d'une intelligence artificielle. Vous retrouverez cet épisode sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Une des intuitions que j'ai eues lorsque j'ai réfléchi un peu à cette question, c'est notamment le lien entre la philosophie d'OpenAI et la philosophie de Richard Sutton. Richard Sutton, c'est un des contributeurs majeurs à l'apprentissage par renforcement, si ce n'est un des fondateurs vraiment de cette pratique, qui a écrit également un énorme livre qui est une référence sur le sujet. Et il a écrit un petit essai qui s'appelle The Bitter Lesson. Et cet essai, il revient assez régulièrement sur Twitter ou dans les débats. Et en fait, l'idée de The Bitter Lesson, c'est que une méthode, si on veut qu'une méthode soit bonne pour développer de l'intelligence, pour résoudre des tâches, on veut que cette méthode soit aussi simple que possible pour qu'elle puisse correctement être mise à l'échelle au fur et à mesure qu'on va augmenter notre puissance de calcul. Ça repose énormément aussi sur la loi de Moore, dans le sens où ce que ça dit, c'est que on pourrait essayer de faire des méthodes spécialisées, de développer à l'instant T avec notre puissance de calcul à l'instant T des heuristiques pour faire en sorte d'exploiter la puissance de calcul qu'on a à l'instant T. Mais toutes les heuristiques qu'on utiliserait pour exploiter simplement la puissance de calcul à l'instant T commenceraient à être caduques à partir du moment où on a la loi de Moore qui, au fur et à mesure des années, va augmenter la puissance de calcul. Et donc ce qu'on veut, c'est pas une méthode, c'est pas à réaffiner changer une méthode pour faire en sorte qu'elle soit de plus en plus spécialisée, c'est au lieu de ça définir une méthode suffisamment généraliste qui pourra utiliser et tirer un avantage direct de la loi de Moore. Cette loi en soi, elle est complètement compatible avec ce qui est décrit dans The Bitter Lesson. Les deux sont en réalité vont même dans la même direction lorsqu'on y réfléchit, puisque c'est pour un modèle donné et une approche d'apprentissage donné. Ça va dépendre ensuite, leur performance va dépendre directement de la puissance de calcul, du nombre de paramètres et des données. Par contre, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a vraiment cette notion de données. Au fur et à mesure qu'on va augmenter notre infrastructure, on va devoir augmenter la taille de nos données. Ce qui pose une autre question, et c'est la question plus liée au sample efficiency, ou qualité d'échantillonnage, qui nous dit que en fait, on veut apprendre quelque chose d'intéressant de chacun des éléments, des données qu'on va injecter dans le modèle. Ce qui pose la question de est-ce qu'il n'y aurait pas un plafond de verre sur la qualité des données qu'on va pouvoir donner à un modèle pour lancer un apprentissage. Et la limite que je vois un peu à ce raisonnement, c'est aussi en réfléchissant à la loi de Chinchilla Law, qui est une loi qui est utilisée à travers un papier qui a été défini, l'objectif de ce papier, c'était un peu d'analyser comment est-ce qu'on pouvait efficacement faire des mises à l'échelle de modèles, quoi les différents paramètres auxquels on devait penser. Et en fait, cette loi, ce qu'elle regarde, c'est 3 paramètres principalement. C'est la puissance de calcul qu'on a à disposition, le nombre de paramètres et la taille des données. Donc en fait, ce qu'on va regarder en fait dans ces 3 paramètres, c'est comment pour une puissance de calcul donnée, quelle est la taille optimale de paramètres qu'on va pouvoir utiliser pour cette architecture, pour ce cluster de calcul, et du coup, quelle est la taille, quel est le nombre de données qu'on va avoir besoin, parce que si on a très peu de données
pour l'architecture, on va sous-exploiter notre architecture en nombre de paramètres. Au contraire, par contre, si on a trop de données et des architectures trop petites, et pareil, des puissances de calcul trop petites par rapport au nombre de données qu'on souhaite exploiter, on ne pourra pas correctement trouver les patterns correctement dans notre ensemble de données et apprendre quelque chose qui soit intéressant. Et donc, en fait, ce qu'on veut, c'est obtenir une sorte d'équilibre entre ces trois paramètres-là. Puissance de calcul, jeu de données et le nombre de paramètres qu'on utilise sur notre réseau de neurones. Ce point-là, il me semble vraiment fondamental parce que ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à avoir une base de données qui regroupe plus ou moins l'ensemble de la connaissance humaine textuellement, je pense qu'en réalité, vu la taille des données qui sont utilisées, des bases de données qui sont utilisées aujourd'hui, on s'en rapproche. Alors certes, on peut augmenter la taille des données en créant des nouveaux mappings, en faisant des nouvelles combinaisons, des paires de textes qui n'avaient pas été mises ensemble. On va pouvoir faire ce genre de choses, mais en fait, il y a quand même un peu cette intuition que l'ensemble du texte qu'on a déjà collecté, il devrait y avoir déjà toute l'information qu'un modèle devrait avoir besoin pour comprendre, en tout cas, une partie de comment est-ce que l'humain fonctionne, comment notre monde fonctionne. Pas complètement, mais au moins une partie. Et on voit pourtant que dans les capacités de raisonnement de cette modèle, il y a encore aujourd'hui un réel plafond. On voit qu'ils sont bloqués, il y a certains raisonnements qui ne se font pas, alors qu'on voudrait, on voudrait constater certains raisonnements qui devraient en réalité même être dans les données, mais pourtant qu'on n'observe pas lorsqu'on utilise ces modèles-là. Et donc en fait, ce que ça voudrait dire, c'est que malgré The Bitter Lesson, malgré la loi de Moore, qui bien entendu à ses limites, on pourrait aussi en parler, il y a un problème fondamental sur les données. Ce problème, il peut même en plus être augmenté dans les années à venir, notamment par ce qu'on appelle de data poisoning, qui est en gros le moment où on commence à injecter des données d'un modèle qui va s'entraîner, qui a été entraîné, qui commence à publier des choses par lui-même de manière automatique sur Internet et que ces mêmes données que le modèle a publiées commencent à se retrouver dans les données d'entraînement. On a un peu un cercle un peu d'empoisonnement du modèle qui va s'empoisonner lui-même en injectant des données sur Internet. Donc une fois qu'on a ça en tête, je pense que ce que ça veut dire, c'est qu'il nous faut une autre méthode. Il nous faut potentiellement une méthode qui, on sait, peut être mise à l'échelle, qui on sait peut tirer parti d'une grande puissance de calcul, qui on sait peut utiliser énormément de données, mais qui propose par son approche une manière de correctement exploiter la donnée de manière plus efficace que les méthodes actuelles. Et ça, d'ailleurs, quand on y pense, ça rappelle, et c'est par exemple c'est une réflexion qu'a partagée Andrew Karpathy sur Internet la semaine dernière. C'est une vidéo que j'ai vu passer où il décrit le fait qu'aujourd'hui, GPT-4 en est un peu, et tous les LLM de manière générale, ils en sont vraiment à l'équivalent d'AlphaGo. AlphaGo, c'était ce modèle d'intelligence artificielle qui, à partir d'une base de données de joueurs, va aller pouvoir apprendre les patterns de comment est-ce qu'un joueur jouait et reproduire ces patterns. Mais c'est à partir du moment où on a utilisé AlphaGo 0 qu'on s'est rendu compte simplement que si on arrêtait de montrer à ce modèle comment faire, mais qu'on le laissait découvrir lui-même comment faire par exploration, il allait pouvoir être bien meilleur que n'importe quel joueur et surtout bien meilleur que la version originale d'AlphaGo. Et donc AlphaGo 0, ça représente plus ou moins la prochaine étape qu'on souhaite arriver. Par contre, il y a quelque chose qui était assez trivial à faire dans AlphaGo 0, qui ne l'est pas du tout aujourd'hui, c'est quel est l'environnement de simulation dans lequel on va vouloir que l'intelligence artificielle se développe et apprenne et explore son environnement. Et la réponse à cette question, elle n'est vraiment pas triviale dans le sens où il y a énormément de manières de le faire, de proposer un environnement de simulation à un agent dans lequel il apprendra quelque chose. Il y a plein de manières de le faire. Nvidia, par exemple, aujourd'hui est en train de se positionner sur la robotique parce qu'il y a vraiment un gros créneau à prendre là-dessus en proposant ces environnements de simulation pour les transférer ensuite dans le monde réel. Donc ils sont en train de se positionner là-dessus et on pourrait se dire que ces environnements de simulation pourraient être un levier utilisable pour apprendre correctement à un agent à explorer un environnement et en tirer une compréhension du monde. Mais la question, c'est est-ce que cette compréhension du monde pourrait être utilisée simplement pour des tâches bas niveau, c'est-à-dire manipuler directement, en fait, par exemple, les différents moteurs d'un robot pour effectuer une tâche à partir du moment où on connaît la tâche. Et c'est ça l'important, c'est cette grosse distinction entre le contrôle bas niveau et le contrôle haut niveau, qui généralement, du coup, va plus reposer sur des tâches plus cognitives, de réflexion. Et la question, c'est quel est l'environnement qu'il faudrait à une IA, potentiellement un environnement dans lequel l'IA puisse évoluer et constater les évolutions que ses actions ont sur le monde. Quel serait cet environnement idéal dans lequel une IA pourrait apprendre l'ensemble des heuristiques qu'il faut pour que ce soit utile ensuite lorsqu'on veut l'utiliser sur des tâches précises dans
le monde réel. Alors mon objectif, c'est pas forcément d'essayer de répondre à cette question sur le comment dans cet épisode. Par contre, c'est vraiment de vous donner cette intuition que je partage en tout cas, qui est qu'aujourd'hui, il y a déjà ce plafond de verre, mais qui est brisable. Il est brisable parce qu'on sait, on a déjà vu ce pattern dans le passé de comment est-ce qu'on l'avait brisé, AlphaGo 0. Et donc, briser ce plafond de verre pour aller à l'étape d'après, c'est la prochaine étape en fait qu'on devrait observer. Par contre, c'est important de noter qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui travaillent encore à briser ce plafond de verre. Aujourd'hui, ChatGPT, ce qu'il nous a montré, c'est qu'il y avait de la valeur à créer sur le marché, déjà à l'état actuel dans lequel on se trouve. Et du coup, il y a énormément d'applications qui tirent parti de l'état actuel d'avancement dans lequel on est pour passer à l'industrie, proposer des services, créer de la valeur. Et du coup, ça fait qu'il y a énormément d'énergie qui est focalisée là-dessus. Même des gros acteurs comme Google passent une énergie monstrueuse à essayer de créer de la valeur à partir de l'existant. Apple est en train de faire exactement la même chose. Ils sont en train d'essayer de rattraper le retard qu'ils ont eu sur l'intelligence artificielle pour rattraper un peu le marché, se positionner sur l'open source et proposer des services au sein de leur casque et de leur téléphone et de toutes leurs plateformes de manière générale. Et ça, c'est un pattern un peu qu'on voit un peu émerger de partout, ce qui fait qu'il n'y a pas tant d'acteurs qui est en train de se focaliser sur la prochaine étape. OpenAI en fait partie, mais ils ne sont pas forcément nombreux du coup à travailler dessus en totalité. DeepMind en fait partie également, à essayer de passer cette prochaine étape, quoique j'ai pu observer que DeepMind semblait avoir une approche un tout petit peu plus spécialisée, tout en essayant d'être sur l'étape d'après. Mais en tout cas, c'est ça un peu le paysage un peu que je vois sur cette question de est-ce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est en train de se rapprocher d'un plafond de verre. Mon point, c'est qu'il est brisable, mais qu'il n'y a pas tant d'acteurs qui travaillent dessus et que du coup, ça prend plus de temps, mais qu'on pourrait voir peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois, peut-être que ça prendra encore 6 mois, on devrait pouvoir observer des premiers reliquats de ces expérimentations qui sont probablement en cours pour briser ce plafond vert. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode et en attendant, je vous dis à la prochaine.